TF1 20h avec Jean-Claude Bourret. Le pétrolier grec éventré au large de l'Espagne risque de déverser autant de pétrole que l'Amoco Cadiz. Météo, la gigantesque patinoire continue de s'étendre sur toute la France. La ligne 0 est descendue près de la Méditerranée. Iran, après les émeutes de Machhad, le nouveau Premier ministre Chapour Bakhtiar appelle à la réconciliation. 1979, l'année du nouveau système monétaire européen, un dossier de Bernard Volcker. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Deux images symbolisent bien ce premier jour de l'année 1979 et le brusque assaut du froid que la majeure partie de la France subit depuis le réveillon d'hier soir. La première image est terrible. Cela se passe dans la Somme, près d'Ivranches. Monsieur et madame Carrette rentrent de réveillon. Il est 1h30 ce matin, mais la tempête de neige se lève. Des congères barrent la route. Monsieur Carrette et sa femme, tous deux âgés de 69 ans, décident d'abandonner leur voiture et de rentrer à travers champs au village qui n'est plus très loin, à 700 mètres. Mais la tourmente noie le paysage dans un immense tourbillon blanc. Lorsque les sauveteurs découvriront ce matin monsieur et madame Carrette au petit jour, il sera trop tard. Sous un linceul de neige, les deux retraités se tenaient encore par la main. La deuxième image de ce terrible et brusque hiver qui nous vient du pôle Nord est plus souriante. C'est l'histoire du premier bébé français 1979. Il est né alors que cette nouvelle année avait 1 minute à peine. Hier soir, en plein réveillon, Madame de Vos sent les premières douleurs. Mais en Seine-Maritime, toute circulation est quasiment impossible en raison des routes verglacées. On fait alors appel aux pompiers volontaires de Mailleret-sur-Seine pour conduire la future maman à la maternité. La voiture des pompiers roule très doucement en raison du verglas. Les douleurs de Madame de Vos s'accentuent et finalement, c'est à 0h01 ce matin qu'elle mettra au monde une magnifique petite Sandrine dans la voiture même des pompiers. L'accouchement s'est fort bien passé malgré les conditions précaires et malgré le froid. La maman et le premier bébé français de l'année 1979 se portent bien. À travers ces deux exemples, on comprend mieux combien la vie de dizaines de millions de Français a été perturbée par un effondrement brutal des températures, effondrement que l'on n'avait jamais vu depuis un demi-siècle. Voitures abandonnées dans des congères dans le Nord, coupures d'électricité en Normandie, en Haute-Loire, en Ardèche, chaussées impraticables, des centaines d'accidents matériels, des trains bloqués, des aéroports paralysés. Le point avec Marie-Laure Augry. La France, qui vient de connaître les plus forts écarts de température depuis 20 ans, est encore à demi paralysée par la neige et le verglas. Dans le nord, où la température est descendue jusqu'à -16 cette nuit, le réseau routier reste difficilement praticable, de même dans la banlieue parisienne. Le trafic ferroviaire, très perturbé depuis hier soir, subit encore des retards de 2 à 3 heures. En Normandie, la vie rurale et une partie de l'activité des villes se trouvent fortement ralenties par d'abondantes chutes de neige. 5 régions ont avant tout souffert de cette vague de froid. Le Nord, la Normandie, la Bretagne, l'Auvergne et la région parisienne. Conséquence la plus dramatique de ce verglas subi, une circulation rendue impossible hier soir et parfois en l'espace de 3 quarts d'heure. Et un retour encore difficile pour ceux qui rentrent ce soir. Actuellement, 5000 personnes sont bloquées à l'aéroport de Roissy. Seuls les avions préchauffés peuvent décoller, c'est-à-dire les avions qui proviennent d'une autre destination. Autre conséquence, les nombreuses coupures de courant dans la Somme, dans l'Oise, dans le Calvados et en Ardèche. Un courant qui a été peu à peu rétabli dans la journée. Et puis, ce soir, eh bien, le mauvais temps, petit à petit, gagne l'ensemble de la France. Cette nuit, la limite était Genève, Limoges, Bordeaux. À 7 heures, la ligne 0 s'inscrit sur les pourtours de la Méditerranée et dans le sud-ouest. Et cette nuit, eh bien, pas de redoux pour personne, des gelées sur l'ensemble de la France. Des températures très froides donc cette nuit. Dans l'est, il fera entre -15 et -20. Dans la région parisienne, entre -15 et -10. Et puis, dans le centre, une température un petit peu plus douce, aux environs de -10, -5 dans le sud et -5 dans l'ouest. Les régions épargnées ce soir connaîtront donc cette nuit de fortes gelées. Demain, à Paris, il fera -3, il fera -8 à Nancy, -8 à Lyon. Cet anticyclone qui nous vient de Scandinavie se maintient demain sur la France. Un froid très sec, mais beaucoup moins de neige sur l'ensemble de la France et donc moins de risque de verglas.
À la brusque offensive du froid, au nord de cette ligne que vous venez de voir sur la carte de France, il faut ajouter les coups de boutoir d'une puissante tempête. Il y avait des creux de 8 mètres au large de l'estuaire de la Gironde, des vents de 140 km/h ont également frappé les côtes atlantiques de plein fouet, provoquant des dégâts importants et même parfois l'effondrement de jetées ou de digues. La tempête a pris d'assaut un pétrolier géant de 218 000 tonnes au large des côtes espagnoles. Une brèche s'est ouverte dans la coque de ce pétrolier, déjà désemparé par un incendie. 15 000 tonnes de pétrole brut se sont répandues en mer, tandis que la plupart des matelots se jetaient dans l'océan pour fuir l'incendie. Il y a 27 disparus. De Madrid, le correspondant de l'agence France-Presse, Pierre Quérol. Le bâtiment, rempli de fioul, dérive, livré à lui-même à une quarantaine de kilomètres des côtes de la Galice, à la pointe nord-ouest de la péninsule ibérique. On estime ce soir, selon des chiffres officiels, à environ 15 000 tonnes la quantité de carburant qui a été ainsi déversée dans l'océan Atlantique à un rythme d'environ 1000 tonnes à l'heure. Cependant, après avoir craint le pire, une lueur d'espoir s'est allumée tout à l'heure, il y a un peu plus d'une heure. Un pétrolier hollandais, le Typhon, a en effet commencé des opérations de transvasement du pétrole contenu dans le tanker grec. Désormais, tout va dépendre de la rapidité de ces opérations de transvasement. Jusqu'à maintenant, en tout cas, les tentatives de sauvetage tentées par différents bateaux espagnols ou étrangers, toutes les tentatives de sauvetage ont échoué en raison du très mauvais temps qui règne sur la Galice. Pour le moment, les vents semblent vouloir repousser la marée noire vers le grand large et donc épargner les côtes de Galice. Mais pour combien de temps? Car le nord-ouest de l'Espagne est connu pour être traversé de vents extrêmement changeants. En Iran, le général Azari, Premier ministre iranien, a démissionné, une décision qui intervient dans l'indifférence la plus totale. L'Iran est complètement désorganisé, les émeutes succèdent aux grèves générales et aux manifestations. Depuis samedi, il y a eu environ 200 morts et 2000 blessés à Mashhad, une ville sainte iranienne, située à 1000 km de la capitale, à l'est du pays. C'est ce soir que M. Bakhtiar, exclu des rangs de son propre parti, le Front National, c'est ce soir donc que M. Bakhtiar précise à la télévision iranienne le contenu de son programme de gouvernement. Un appel qui risque de n'être guère entendu des Iraniens, d'abord parce que la tentative de M. Bakhtiar est jugée sans intérêt par la majorité de la population, qui continue de réclamer le départ du Shah, ensuite parce que les grévistes couperont probablement l'électricité qui alimente les émetteurs au moment même du discours. Le point avec l'envoyé spécial de TF1 en Iran, Raymond Girard. Le Premier ministre pressenti, M. Chapour Bakhtiar, éprouverait quelques difficultés à former un gouvernement. Présentant son programme à la télévision voici une heure à peine, M. Bakhtiar a lancé un appel au calme. Il s'est réclamé de Mossadegh et il a dénoncé la répression et la corruption au cours des 15 dernières années. Se prononçant en faveur d'une suppression progressive de la loi martiale, M. Bakhtiar a promis la liberté de la presse et il s'est engagé à respecter tous les partis politiques. Pendant ce temps, à Mashhad, dans le nord-est du pays, après le massacre des 2 derniers jours, un calme précaire est revenu. Il y aurait eu depuis samedi plus de 200 morts selon les médecins de la ville qui ont lancé un appel pathétique à M. Kurt Waldheim, le secrétaire général des Nations Unies, pour que cesse la folie meurtrière en Iran. Aujourd'hui, 20 000 personnes se sont réunies dans le grand cimetière de Téhéran, scandant des slogans hostiles au Shah. Mais le souverain iranien a répété une fois encore aujourd'hui qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner son trône ou même de quitter le pays. L'impasse est donc totale et l'on peut s'attendre à une nouvelle escalade dans la répression. Raymond Girard, TF1, Téhéran. L'ayatollah Khomeini, qui réside en France, à Neauphle-le-Château, n'a pas encore obtenu, contrairement à certaines informations, une prolongation de son autorisation de séjour. Mais il semble bien que cette prolongation, à partir du 5 janvier, ne fasse aucun doute. Elle serait accordée pour une durée de quelques mois et non pas pour une période indéterminée, comme on l'a dit. En Chine populaire, à Pékin, 2 vice-premiers ministres chinois, dont M. Deng Xiaoping, 5 ministres chinois ont célébré aujourd'hui, en compagnie de leurs hôtes américains, la normalisation des relations diplomatiques Pékin-Washington. M. Deng Xiaoping se rendra le 29 janvier prochain aux USA en visite officielle. Dans ses vœux de bonne année adressés aux 70 000 fidèles massés place Saint-Pierre ce matin,
le pape Jean-Paul II a déclaré qu'il avait une pensée toute particulière pour le Liban ensanglanté, pour le conflit entre le Chili et l'Argentine et pour les victimes des enlèvements. Hier soir, Jean-Paul II avait condamné, une fois de plus, le divorce et surtout l'avortement. C'est aujourd'hui, 1er janvier 1979, que le système monétaire européen aurait dû entrer en vigueur. Mais la France s'oppose à la mise en pratique de ce système. Le gouvernement français veut obtenir de la part de ses partenaires européens un ferme engagement pour la suppression des montants compensatoires. Ce sont des sommes qui permettent aux agriculteurs étrangers de concurrencer de façon dramatique l'agriculture française. Mais ces difficultés ne doivent pas faire oublier que pour l'Europe, 1978 a été une très grande année, celle de la naissance du système monétaire européen. Bernard Volcker. Depuis la signature du traité de Rome, il y aura eu deux grandes dates. La création du Conseil européen à l'automne 1974 et en 1978, la création du système monétaire européen. L'année 1978 est marquée en Europe par la création du système monétaire européen. La chute libre du dollar a eu un effet désastreux sur les relations économiques internationales. Les Européens, devant la crise monétaire qui menace la croissance économique de leur pays, ont fait un effort d'imagination et d'organisation. Le système monétaire européen est la réponse européenne au désordre monétaire organisé par les Américains. C'est à Copenhague, au mois d'avril, que sont posés les premiers jalons. Les 9 se mettent d'accord sur la relance de la coopération économique et monétaire en Europe. L'idée d'origine, c'est qu'il faut maintenir la croissance en Europe à un taux d'au moins 4% pour réduire le chômage. Cette croissance ne peut être atteinte que si la confiance dans la monnaie est restaurée. Les grandes orientations du système monétaire européen sont tracées à Brême au mois de juillet. Le système sera fondé premièrement sur une contrainte, deuxièmement sur une solidarité et troisièmement sur une référence. La contrainte, c'est l'obligation d'intervenir pour soutenir les monnaies dans le système. Cela se produira chaque fois qu'une monnaie fluctuera au-delà d'une marge de 2,5%. La solidarité, eh bien, elle s'exprime par la mise à disposition du système d'une masse de crédit équivalent à 25 milliards d'unités de compte. Et la référence, enfin, c'est l'ECU, un sigle anglais pour unité de compte européenne, une moyenne de toutes les monnaies des 9. La grande date de 1978 est donc, pour l'Europe, le 5 décembre, qui voit la véritable naissance du système monétaire européen à Bruxelles. Après une période d'hésitation, l'Irlande et l'Italie vont se joindre aux autres pays européens pour entrer dans le SME, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 1979. Les Anglais, qui sont depuis longtemps contre toute intégration européenne véritable, ne participeront pas au SME. Ils resteront spectateurs. Le système monétaire européen est un pas en avant dans l'histoire de l'Europe, et les progrès ne vont pas sans mal. Mais en fait, la France pourra d'autant plus faire entendre sa voix qu'en 1979, elle assurera la présidence du Conseil des ministres européens. Oui. Je viens d'apprendre à l'instant qu'il y avait eu un très grave accident de car qui s'est passé à 18h cet après-midi près de Manigot en Haute-Savoie. Ce car a effectué plusieurs tonneaux, il est tombé dans un ravin. Il y aurait une trentaine de blessés plus ou moins sérieusement atteints. Je n'ai pas d'autres précisions. Évidemment, nous tentons de nous renseigner, notamment pour savoir qui était à l'intérieur de ce car. Côté prix, la toute jeune année 1979 commence mal en France. Depuis aujourd'hui, les pneumatiques automobiles augmentent de 5 à 6%, les billets d'avion déruntèrent de 6%, les droits de timbre sont également majorés pour la carte d'identité, le permis de chasse, la carte de séjour et la carte grise, les droits des résidences secondaires passent de 2 à 4%, augmentation aussi pour les loyers libres, et dans 48 heures, le 3 janvier, le litre de super augmentera de 7 centimes, le litre d'ordinaire de 6 centimes, le litre de gasoil de 10 centimes et le litre de fioul de 2 centimes. Enfin, dès aujourd'hui, plusieurs cotisations de prestations sociales et prestations sociales sont relevées. Le détail avec François Gault. 4 470 francs par mois au lieu de 4 000 francs, c'est le nouveau plafond de la sécurité sociale applicable à partir d'aujourd'hui pour 1979. À partir d'aujourd'hui encore, les cotisations de sécurité sociale augmentent. Assurance vieillesse, la cotisation versée par le salarié passe de 3,45% à 4,70% prélevée sous le plafond. Assurance maladie, chaque salarié verse désormais 1% sous le plafond et 3,5% sur la totalité du salaire. Augmentent également les cotisations pour les retraites des cadres, 3% pour le système Agirc,
10% pour les cadres supérieurs. Voilà pour les cotisations, mais toujours à partir de ce 1er janvier, certaines prestations sociales sont revalorisées. Minimum vieillesse, il passe de 12 000 à 12 900 francs par an pour une personne seule, soit 35 francs 34 par jour. Cela fait 25 800 francs pour un ménage. En un an, cette allocation minimum a augmenté de 17,5%. Retraite de sécurité sociale et rente pour accident du travail, augmentation de 6,5%. En revanche, contrairement à ce qui s'est passé en 1978, les allocations familiales ne sont pas augmentées au 1er janvier, elles le seront en juillet 1979. Et puis, 2 droits sociaux nouveaux pour les femmes entrent en application aujourd'hui. D'une part, les femmes salariées qui ont cotisé 37 ans et demi peuvent désormais prendre leur retraite à 60 ans et à taux plein. Mais attention, cette mesure ne concerne que la seule retraite de la sécurité sociale. D'autre part, toujours à partir d'aujourd'hui, les mères de famille peuvent percevoir les allocations familiales à leur nom. Jusqu'à présent, elles étaient obligatoirement versées au nom du mari. Dans les jours qui viennent, les caisses d'allocation familiale adresseront un formulaire aux familles afin que soit précisé le choix de chacune. Je viens d'obtenir des précisions sur cet accident d'autocar dont je vous parlais il y a un instant. Je vous rappelle qu'un car, près de Manigot, en Haute-Savoie, est tombé dans un ravin après avoir fait plusieurs tonneaux. Il transportait une quarantaine de jeunes gens habitant la région parisienne qui rentraient chez eux après une journée de ski au col de la Croix-Frie. Il y aurait, d'après le dernier bilan qui m'est parvenu, 2 morts, 5 blessés graves et un nombre de blessés moins grièvement atteints qui n'est pas encore précisé. En politique, on suivra avec une particulière attention en 1979 le débat au sein du Parti socialiste et le débat qui agite la majorité. Les relations entre gaullistes et giscardiens sont très tendues. L'appel de Cochin lancé par Jacques Chirac, appel dans lequel le président du RPR critique très vigoureusement la politique européenne du chef de l'État, en est un exemple. Cet appel a séduit l'immense majorité des militants RPR, mais il divise en revanche les députés de ce mouvement. Des protestations de plusieurs d'entre eux, l'exclusion d'Alain Peyrefitte sont autant de signes de cette crise que traverse le RPR. Nul doute qu'à travers cette agitation, ce sont les élections européennes de cette année et même les élections présidentielles de 1981 qui sont en jeu. Alain Chailloux et Patrick de Carolis. En fait, ce climat de crise qui secoue le RPR n'est que l'aboutissement d'1 an de guérilla avec le gouvernement. Les premières attaques ont commencé dès la campagne pour les élections législatives. Jacques Chirac dénonçait alors aussi bien la démagogie du programme commun que le manque de fermeté de ses alliés giscardiens. Des alliés qui d'ailleurs au même moment s'organisent. L'Union pour la démocratie française voit en effet le jour le 1er février 1978. En réponse au discours sur le bon choix de Verdun-sur-le-Doubs, la famille centriste, après bien des avatars, choisit de ne pas aller à la bataille électorale en ordre dispersé. Bricolage hâtif, l'UDF réussit pourtant d'entrée de jeu un assez beau score. Plus de 21% des suffrages exprimés le 12 mars et 123 députés élus le 19 mars, l'UDF devient ainsi le 2e groupe de l'Assemblée nationale derrière le RPR. Si pendant ces élections législatives, le RPR a perdu une trentaine de députés, Jacques Chirac estime pour sa part avoir atteint les 2 objectifs fixés par son mouvement, être en voix et en siège le premier parti de France. Paris gagné. Mais voilà, le RPR est agacé par la politique de grignotage de l'UDF. Députés et militants sont d'accord pour dire qu'on est en train de leur voler la victoire. En fait, depuis le 19 mars, la machine RPR semble tourner à vide. La bataille du perchoir à l'Assemblée nationale ébranle le parti de Jacques Chirac qui soutient Edgar Faure. L'élection de Jacques Chaban-Delmas apparaît en effet comme un nouveau point marqué par l'Élysée. Le président du RPR estime alors que le péril collectiviste étant écarté, son mouvement peut prendre désormais de nouvelles distances à l'égard du gouvernement. Côté giscardien, pas de problème et peu d'état d'âme. Les députés du F vont apporter leur soutien franc et massif au gouvernement, non par esprit de soumission, mais par esprit de discipline. Au départ, simple commodité arithmétique, l'UDF a essayé en même temps de s'organiser et de s'enraciner dans le pays. Tâche prioritaire et difficile à laquelle Jean Le Canuet, son président, et Michel Pinton, son délégué général, se sont employés avec un certain succès. L'UDF s'est aujourd'hui donné des structures. Chaque département possède sa fédération. Un squelette existe donc, même s'il manque terriblement de chair. Les militants nouveaux ne se bousculent guère en effet au portillon. Pour remédier à cet état de fait, une grande campagne d'adhésion a été lancée le 3 novembre dans toute la France. Au sein de l'UDF, républicains,
Centristes et radicaux ont souvent difficilement appris à vivre ensemble. Les susceptibilités se sont sensiblement atténuées, même si au Parti républicain on se console mal de ne plus être seul à avoir droit au label giscardien, même si la politique de Raymond Barre donne parfois de l'urticaire aux membres du CDS qui se veulent socialement avancés. Les choses en tout cas sont claires, pas question de fusion, l'UDF restera une fédération jusqu'en 1981. Déroutés, amers, les membres du Rassemblement pour la République soutiennent le gouvernement du bout des lèvres. Le ton monte dans les rangs du RPR et quelques jours après Biarritz éclate la bombe lancée par Yves Guéna. Le RPR adresse en effet une mise en garde solennelle au gouvernement, une bombe qui sera vite désamorcée puisqu'une semaine après il ne sera plus question que d'apaisement, de modus vivendi et de trêve parlementaire. En fait, l'état-major chiracien est désormais engagé à l'égard du gouvernement dans une stratégie de harcèlement faite de coups de main et de replis alternés. Même si par 2 fois, à l'Assemblée nationale, les députés RPR ont mêlé leur voix à celle du Parti communiste, les gaullistes restent dans la majorité. Assis entre 2 chaises, ils savent qu'un retour devant les urnes équivaudrait à se faire harakiri. À l'heure du premier bilan, on a le sentiment à l'UDF que le temps travaille pour les giscardiens et on se montre, ma foi, plutôt satisfait. Satisfait de voir le RPR en crise, même s'il en a des inquiétudes sur le devenir de la majorité. Satisfait de voir aussi les affrontements qui s'exacerbent au sein du Parti socialiste. Ce Parti socialiste qui reste aux yeux des dirigeants de l'Union le grand concurrent de demain, même si on a avec lui certains points de convergence, même si on se dispute une partie de son électorat. 1978 a également été l'année de la mise en application progressive de la réforme judiciaire. On a beaucoup parlé des libertés accordées inconsidérément dans certains cas à des détenus dangereux qui en profitaient pour faire des hold-up. Beaucoup parlé aussi des quartiers dits de haute sécurité, après l'évasion du gangster Mesrine notamment. Le point de cette réforme judiciaire avec notre spécialiste Jean-Pierre Berthet. Tout s'est passé en 78 comme si les législateurs préparaient déjà l'après-peine de mort. Disons que les abolitionnistes ont planté quelques banderilles dans la guillotine à l'occasion des discussions à l'Assemblée sur le budget de la justice. Le ministre Alain Peyrefitte leur a promis un grand débat pour ou contre la peine de mort au printemps 79. Mais surtout, députés et sénateurs ont resserré le contrôle autour des détenus considérés comme les plus dangereux. 3h20, dans 1 heure, je vous ouvre. D'abord en légalisant les quartiers de sécurité renforcés. Sorte de prison dans la prison, ces quartiers concernent environ 200 des 35 000 prisonniers français. L'isolement y est l'arme absolue contre les détenus agressifs ou agités aux yeux de l'administration pénitentiaire. Selon les adversaires des quartiers de sécurité, dont Mesrine s'est fait en quelque sorte le porte-parole, on y fabrique en réalité des fauves. Autre polémique, autre tour de vis dans la condition du prisonnier, l'instauration d'un système de permission beaucoup moins souple. Motif de cette réforme, quelques bavures spectaculaires, comme l'on dit, commises par des détenus permissionnaires. Désormais, le JAP, le juge de l'application des peines, n'est plus seul à décider des sorties. Le directeur de la prison et le procureur de la République ont également leur mot à dire. Vous avez de la chance, vous allez avoir du beau temps. Eh oui. On est déjà mieux là. Oui, vous vous sentez plus à l'aise? Cette modification de la loi frappe tout particulièrement les condamnés à au moins 10 ans de réclusion. Permission de sortir et libération conditionnelle ne leur sont plus accordées qu'au compte-gouttes. Et longtemps que vous n'êtes pas sorti? Bah ça fait 3 mois. Ça va. Dans le même temps, la chancellerie annonce des réformes visant à éviter la prison aux petits délinquants occasionnels pour faciliter leur réinsertion sociale. Donnez-moi le droguet. Le fossé qui sépare les grands malfaiteurs des petits s'est creusé en 78. Les chaussures.
Le couvert. Comme l'a voulu le garde des Sceaux, aidé par une majorité du Parlement. Bon, allez, bonsoir. Pour l'athlétisme français, l'année 1979 a fort bien commencé. Radouane Bouster a remporté cette nuit la célèbre corrida de Sao Paulo. C'est le premier Français à triompher au Brésil depuis la victoire de Hamoud Hammer il y a 18 ans. Bouster a devancé le Belge Schouf de 20 secondes. Pour les amateurs de tiercé, l'année en revanche a fort mal commencé à Vincennes avec un tiercé d'outsider qui a laissé pantois les plus fins limiers. Et je tourne mon regard vers André Théron. Nous avons sans aucun doute été surpris par la brutalité de l'offensive du général Hiver. Voilà la raison. Toujours des excuses. Voilà la raison de notre échec. Mais que l'on se rassure, pour nous venger, nous disposons de 104 tiercés jusqu'au 31 décembre 1979. Bref, cet après-midi, un temps très froid à Vincennes, mais en revanche un public assez nombreux. Dès l'entrée de la ligne droite, le problème se posait. Celui qui battrait Hildo, drivé très en confiance par Henri Cognier, il est en tête, serait le vainqueur de ce tiercé. Peut-être Irak Arabi à la corde, peut-être Yongo, peut-être Yoki, eh bien non. Hildo était intraitable et c'est finalement très nettement qu'il l'emporte. Le voici, ce beau vainqueur, devant Yoki le numéro 3 et Irak Arabi le numéro 7. Ce qui nous donne pour le tiercé les numéros 9, 3 et 7. Rapport pour 5 francs dans l'ordre 6 865 francs, dans les ordres différents 1015 francs 50 centimes. On attendait quand même un peu mieux. Merci André. Voilà, toute l'équipe de TF1 Actualité vous remercie pour votre fidélité. Nous vous souhaitons une très heureuse année 1979. Ce soir encore, une grande soirée sur TF1 que Denise Fabre et Patrick Burgel vous présenteront à leur manière dans un instant. Je ne vous en dis pas plus car c'est une surprise. Et à 23h15, Jacques Poux et le dernier journal. Bonsoir.